Salut, c'est Jack, ça y est, le chapitre 799 est sorti, on est à un épisode du 800, un truc de malade. D'ailleurs, en parlant du 800, on va avoir 2 semaines d'attente, ça c'est vraiment pas cool du tout, mais de toute façon on en parlera à la fin de la vidéo. Donc ce chapitre 799, un chapitre d'anthologie, car on vient de voir la naissance de la future flotte des Mugiwara, un truc absolument de malade. Je suis super content de ce chapitre, c'est un truc de dingue. En plus, on apprend quelque chose enfin sur Fujitora. Bref, comme vous pouvez le voir, je suis super content et c'est ce qu'on va voir justement dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 799. Dans ce chapitre de malade, il s'est passé 3 choses vraiment distinctes. Premièrement, le combat entre Fujitora et Luffy, un combat qui a été un petit peu abrégé, mais on comprend maintenant pourquoi. Deuxièmement, le peuple de Dressrosa, où je m'étais totalement planté sur eux. Et enfin, la naissance, comme je l'ai dit en intro, la naissance de la future flotte des Mugiwara avec 7 capitaines ou commandants, je ne sais plus. Vraiment un truc excellent. On va commencer par Fujitora, il va avoir plein de choses à dire, j'espère que je vais pas trop m'emmêler les pinceaux. Premièrement, ce combat, je me suis vraiment planté sur Luffy. Au dernier chapitre, j'avais dit que Luffy avait vraiment pris conscience du fait qu'il allait devenir un capitaine, enfin, qu'il allait devenir le seigneur des pirates, et pour ça, qu'il fallait vraiment qu'il se sorte les doigts du cul et qu'il devienne sérieux. Et en un sens, on voit que ce n'est pas le cas du tout, il est toujours aussi taré. Là, il combat et il annonce ses coups à chaque fois avant de les donner. C'est-à-dire que ça, on voit ça dans la version anglaise. C'est-à-dire que là, je vais te taper la tête, là, je vais te foutre un coup de pied, etc. Et c'est complètement débile. Et même Fujitora se dit, j'espère que tu me dis pas ça parce que je suis aveugle. Et là, t'as Luffy, il fait, bah moi, de toute façon, j'ai rien contre toi parce que pour moi, t'es un mec sympa. Mais vu que tu te fous devant moi, je suis obligé de te latter la gueule. Et en plus, vu que t'es aveugle, eh ben, je veux pas que on m'accuse de pas faire un combat à la loyale. En gros, c'est comme ça qu'il le voit. Donc, c'est pour ça que je t'annonce vraiment ce que je vais faire. Et on voit même d'ailleurs Zoro qui dit, mais putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'annoncer ses coups. C'est complètement débile. Et là, Fujitora, il reçoit ça vraiment excellent de deux façons. Premièrement, il est pété de rire devant l'imbécilité de Luffy. Et deuxièmement, il lui dit, garçon, même si je suis aveugle, je suis quand même un amiral du QG de la marine et on me considère comme un monstre, donc il serait peut-être temps que tu prennes au sérieux ce combat. Et ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, ce combat m'a fait un petit peu penser à celui-là qu'on avait vu justement dans le film Z. Je trouve justement que Fujitora se rapproche vraiment de Zeto. C'est-à-dire que par rapport au combat qu'il est en train de faire, il est en train de mettre en évidence un côté de Luffy. C'est ce côté vraiment sincère de la personne qui n'a aucune arrière-pensée et qui lui combat vraiment comme il veut. Et ça va parfaitement dans l'optique de ce qu'il veut être. C'est-à-dire qu'il veut être le seigneur des pirates. Il veut être absolument quelqu'un de libre sur n'importe quelle mer. Et il veut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est bien que ça soit rappelé. Et là, Fujitora met entre guillemets fin au combat avec une attaque vraiment géniale par rapport à son katana, Gravity, je crois Gravity, un truc avec Tiger, je me rappelle plus c'est quoi le nom exactement. Et là il envoie valdinguer Luffy, mais un truc de malade, il le fait carrément pulvériser la sorte de petite barrière qu'il y avait tout autour de Dressrosa. Et en plus, faut savoir que tout le combat que Fujitora il a fait, il maintient encore une moitié de la ville au-dessus d'eux. Ça monte encore une fois, comme j'ai dit au chapitre précédent, Fujitora il a un niveau vraiment au-dessus, et Luffy ne pouvait absolument pas lui tenir tête. Et je savais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe pour cette fin de combat. Je pensais franchement que ça allait être Kaido, comme je vous l'avais dit. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il balance son coup et que Luffy se fait catapulter, il se fait rattraper par Ash Goodwin. Et après, on voit au loin, quand ils partent en courant, on voit au loin des bateaux. On voit un immense bateau au milieu, avec plein de petits bateaux, avec une sorte de brume. Et là, dans ma tête, vu qu'en plus c'est en fin de page, je me suis dit, putain, ça y est, c'est l'arrivée de Kaido. C'est génial, pour une fois, j'ai raison, je vais pas passer pour un con. Et non, en vérité, c'est la future flotte justement de Mugiwara. Et franchement, le coup qu'a fait Fujitora pour les envoyer valdinguer,
c'est une sorte de combo, voilà, c'est exactement, c'est-à-dire qu'il l'envoie loin, il le catapulte, après il y a tous les pirates qui vont aller le rejoindre, et à partir de ce moment-là, il va leur envoyer toute la ville sur la gueule, mais justement, il y a le peuple qui arrive pour protéger, entre guillemets, Luffy, faire une sorte de bouclier humain, et ça, Fujitora l'avait pas vu arriver. Et Fujitora, c'est pas comme cette raclure de Akainu, c'est-à-dire que Akainu, quand ils auraient vu le peuple avancer, il aurait prévenu le peuple en disant va aller pas vers eux, sinon il va vous arriver plein de trucs dans la gueule. Et le peuple aurait quand même continué, et bien sûr, Akainu, lui, il aurait envoyé les météorites sur la tête du peuple ou sur le tête et la tête justement des pirates, parce que pour lui, c'est la justice, elle doit entrer en œuvre, donc quoi qu'il se passe, tant pis pour les dégâts collatéraux, il en a rien à foutre. Sauf que Fujitora, lui, il est autrement, c'est-à-dire qu'il n'a pas une justice aveugle. Oui, j'aime bien ce petit humour-là. C'est-à-dire que Fujitora a une justice humaine et il ne va pas lancer les cailloux, enfin les cailloux, c'est pas des cailloux à ce niveau-là, c'est carrément des débris, il y a des moitiés d'immeubles dedans, il va pas les lancer dessus parce que le peuple arrive. Et là, le peuple m'a quand même énormément surpris. C'est-à-dire que moi, j'étais parti dans l'optique qu'il en voulait toujours à Luffy du fait qu'il avait piqué la princesse, et non, ça c'était une sorte de mascarade, c'était une sorte de comédie, parce qu'ils sont au courant depuis longtemps. Enfin, depuis surtout que la plupart se sont retransformés, qu'ils étaient des jouets qui se sont retransformés humains, ils ont à nouveau eu la mémoire et ils savent que justement Scarlett avait simulé sa mort pour pouvoir vivre avec Kyros et qu'il avait eu une fille. Ils vivaient heureux dans la petite maison dans la prairie en haut de la colline avec des tournesols tout autour. Et là, ils se sont rappelés justement de tout ça. Ils s'en veulent sûrement aussi de toute la haine qu'ils ont eue envers Rebecca, qui représentait l'ancien gouvernement, vu que c'était la petite fille du roi Riku. Merci beaucoup. Et donc, ils savent que ce qu'a fait Luffy, c'était pour protéger justement Rebecca. Et ils en sont reconnaissants par rapport à ce qu'il a fait sur Rebecca et aussi qu'il a sauvé le peuple de Dressrosa par rapport à Doflamingo. Et justement, ils viennent l'aider parce qu'ils savent que Fujitora est là pour protéger la population. Et si la population va vers Luffy, ils ne recevront pas les gravats justement sur la gueule. Et en ça, le peuple de Dressrosa m'a vraiment surpris. Donc voilà ce qu'il y avait à dire par rapport au combat entre Fujitora et Luffy. D'ailleurs, c'est bien ce que je pensais, c'est que Luffy ne voulait pas arrêter le combat parce que quand il est pris dans la main de Ashwoodin, il veut parfaitement continuer à aller combattre. Ça permet aussi peut-être de mettre une future théorie par rapport à Fujitora, comme quoi que Fujitora a sûrement fait confiance aveuglément entre guillemets à quelqu'un et les conséquences, ça a été la détresse d'un peuple, la souffrance d'un peuple, et il s'en est voulu. Et justement pour ne plus faire l'erreur d'avoir fait confiance sur une personne par rapport à son esprit ou quoi que ce soit, il a décidé de se crever les yeux pour voir telles qu'étaient les personnes réellement, voir l'intérieur de l'âme. Donc ça c'est une petite théorie qui est en train de me trotter dans la tête suite à la lecture de ce chapitre, et c'est peut-être une petite théorie que je vais vous développer pour plus tard. Et après on arrive dans le passage le plus important justement de ce chapitre, c'est la naissance de la future flotte des Mugiwara de Luffy, et ça c'est un truc de malade. Déjà la très grosse symbolique c'est par rapport au chiffre 7. Il va y avoir 7 capitaine ou commandant de cette flotte, et ça c'est un truc de dingue. 7 c'est un chiffre qui est quand même repris énormément partout. Premièrement au niveau de la religion, nous avons par exemple les 7 péchés capitaux. Au niveau de tout ce qui est au niveau du monde, nous avons les 7 merveilles. Après il faut savoir aussi que le chiffre 7 est un chiffre qui porte chance au Japon, mais aussi dans quelques cultures au niveau du monde. Par exemple au niveau du jackpot, quand tu tires, si tu as 3-7, ding ding ding, ça te permet d'avoir vraiment c'est souvent le gros lot qui est justement amené par cela. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est le chiffre 7. Et dans One Piece, on a aussi une présence énorme du chiffre 7. Par exemple, on a les 7 Shichibukai. Et au niveau de la géographie, il faut savoir qu'il y a 7 éléments. Il y a tout d'abord les 4 mers. À ça, on rajoute Rooktel, et après Grand Line et le Nouveau Monde. Donc là, on arrive vraiment à 7 éléments distincts. Donc 7, c'est quelque chose de hyper symbolique. Moi perso, la flotte c'est quand même quelque chose que je vois venir gros comme un camion depuis très longtemps. Enfin gros comme un camion, on dirait même gros comme carrément le bateau que l'on voit justement le Yunga Maria, un truc comme ça.
J'ai pas eu trop le temps de bosser, désolé. Mais c'est vraiment un truc d'énorme. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on voyait arriver. C'est l'exemple que je donnais beaucoup en disant que le prochain Mugiwara, ça ne pouvait pas être par exemple Barto, parce que Barto, je le voyais plus comme quelqu'un qui participera à la flotte justement de Luffy. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit quelque chose de très très vrai, et on va le voir parfaitement ici. Ça sera une flotte carrément d'amis. Il n'y aura pas une notion de famille comme par exemple Barbe Blanche avait par rapport à ses commandants de flotte ou par rapport à ses flottes, parce que c'était tous des enfants. Et là, ce thème est vraiment repris ici dans le titre où on voit parents, enfants, ou parents ou père-fils, je me rappelle plus. Et là, on l'a, non, je crois que c'est vraiment parents-enfants. Et justement, c'est ce que veut mettre en place Barto en disant Luffy, on va boire une coupe de saké, comme ça va permettre de créer un lien vraiment très très fort entre nous, c'est-à-dire que toi tu vas être notre père et nous on sera tes enfants, on sera sous ton drapeau, sous ta voile, et ça sera complètement génial. Sauf que Luffy, tel qu'on le voit, c'est pas du tout ce qu'il a dans sa mentalité. Lui, il ne veut pas être un empereur. Lui, ce qu'il veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est être le seigneur des pirates, et il veut être libre. Les seules personnes qui vont être avec lui et qui vont participer à cette aventure, c'est ses nakamas, c'est ses compagnons. C'est-à-dire que je ne vais pas tous vous les appeler, mais vous voyez vraiment de qui je vois. C'est son équipage principal. Et entre eux, il y a plus qu'une relation d'amis, il y a carrément une relation familiale. Et cette relation familiale, je ne pense pas qu'ils veuillent la partager justement avec les autres personnes que l'on voit autour. Par contre, il le dit bien, faites ce que vous voulez. Donc moi, tel que je vois Luffy complètement, la réaction qu'on va voir peut-être au chapitre précédent, suivant, au chapitre 800, c'est-à-dire que Luffy va dire moi j'en ai rien à foutre. Là, il y a Usopp qui va arriver, qui va lui foutre une grande mandale dans la gueule en lui disant si on veut s'attaquer comme tu l'as dit, si on veut s'attaquer maintenant aux empereurs, on va quand même avoir besoin de quelqu'un avec nous. Robin va être là exactement pour lui expliquer. Et Luffy, au lieu de faire une coupe de saké pour vraiment que tout le monde vienne avec eux, je pense qu'il va faire beaucoup plus le traditionnel banquet gaulois. Là, ça reprend vraiment par rapport à Astérix, mais en plus un petit peu truc chauvin, ça fait du bien. Donc je vois plus un gros... Ils vont tous partir ensemble, il va dire ok, et après ils vont faire un putain de banquet, ils vont les retrouver justement Senji et le restant de l'équipage, et là ils vont faire un putain de gueuleton. Ça va être aussi bien pour que l'eau puisse revoir son équipage, et là ça va faire, comme j'ai dit, un putain de gueuleton qui va vraiment tisser les liens entre tout le monde. C'est-à-dire que les 7 commandants ou capitaines de la flotte vont être des amis. Et là, on va revenir sur une chose que je vous avais parlé la dernière fois et que je vous avais dit justement qu'il allait avoir une flotte. C'est par rapport à la carte qu'a donnée, la vive carte qu'a donnée Sabo à Zoro. Je crois qu'après il a dû la donner à Robin. C'est-à-dire qu'au moment du banquet, ils vont distribuer une carte à chacun en disant dès qu'on va avoir besoin de vous, ou dès que vous voulez nous rejoindre, vous avez juste qu'à prendre la carte et vous verrez parfaitement où on est. Donc c'est vraiment quelque chose que je vois. Et là, on va voir en détail de quoi va être constituée justement cette flotte. On voit déjà qu'il y a une sorte de hiérarchie entre guillemets qui n'est pas vraiment présente par rapport à la puissance, mais qui est là par rapport à un tirage au sort. D'ailleurs, je pense que ça a dû être un grand moment d'engueulade, de moment de conflit entre tous quand justement ils avaient pensé à savoir qui allait être qui. Et voyant quelqu'un comme Cavendish, je ne pense pas qu'il aurait voulu être relégué à un rôle vraiment lambda de suivant. Et de montrer que par tirage au sort, il a quand même réussi à tirer le numéro 1, ça montre vraiment le narcissisme et aussi la chance qu'a le personnage. Donc le premier, c'est la flotte de Cavendish avec 56 membres d'équipage. La deuxième place, non, 75. 75. Oula, je fais tout ça de tête, c'est un truc vraiment de malade. J'ai les chiffres qui se mélangent un petit peu partout. La deuxième personne, la personne qui vient en numéro 2, c'est Bartolomeo. Et là, il y a une très grosse symbolique par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on reprend l'équipage de Barbe Blanche, le commandant de la deuxième flotte, c'est Ace. Et justement que Barto et cette place de numéro 2, il y a quand même là une sorte de petit clin d'œil que j'apprécie particulièrement. Et lui, il arrive avec
56 membres de son équipage. À la troisième place vient la Hapu Navy, ou la Hapu Navy, avec l'équipage qui est sous les ordres de Sei, et là il y a quand même pas mal de bateaux et 1000 membres d'équipage, ça c'est vraiment bien. À la quatrième place, nous avons la sorte de coalition de regroupement des combattants qui sont sous les ordres de Idou. Et nous avons dessus Jet et Abdullah, ainsi que le quatrième combattant qui est Blue Gilly. À la cinquième place, on a malheureusement les Tontatas avec 200 Tontatas. Je suis dégoûté, on va se rebouffer des Tontatas dans quelques chapitres et ça c'est vraiment chiant pour moi parce que les Tontatas, j'arrive pas à les saquer. À la sixième place, on a qui? On a Ashruddin en capitaine avec 5 autres géants, ou alors il y a 4 autres géants, puis lui il est le cinquième. Enfin bref, et ça c'est vraiment beau parce que ça montre qu'on va sûrement avoir une sorte d'ellipse pour aller sur l'île des géants, et lui justement il veut remettre en place le gros équipage qui avait terrorisé le Nouveau Monde à une époque, et ça c'est vraiment très très bon. Et le dernier, c'est le truc de malade, le septième, c'est Orlandum, je ne sais plus, Orlambus, avec putain, beaucoup de bateaux, et carrément 4300 membres d'équipage, c'est un truc de malade, et son bateau, on voit qu'il est absolument génial. D'ailleurs, je sais pas si vous avez été comme moi, mais quand ils arrivent et qu'ils voient le bateau complètement géant, je pensais carrément que c'était le bateau de Cavendish, parce que pour moi, Cavendish, il doit avoir un bateau avec de la dorure à pas savoir quoi en faire. Justement, ça va faire un petit peu penser à Versailles, je vois un petit peu de corrélation par rapport à ça. Et justement, Cavendish il dit oui, ce bateau il est peut-être beau, mais le mien, vous allez encore plus chialer quand vous allez voir le mien. Donc ça montre que le bateau de Cavendish, il va être vraiment, je trouve que ça va être trop gros, il va avoir trop de dorure, trop de trucs, et ça va faire un truc complètement dégueulasse. Enfin bref, tout ça pour dire que là, on arrive avec une flotte qui va jusqu'à 5640 membres d'équipage, un truc de malade. Et maintenant la question c'est à quoi va servir cette flotte pour moi est absolument nécessaire, parce que ce qui va arriver dans la gueule de Luffy, ça va pas être sympa du tout. D'ailleurs Fujitora il le dit, avec ce que tu as fait, vu que tu es responsable de la chute de Doflamingo, tu t'es fait plein d'ennemis et là tu vas arriver carrément dans l'enfer. C'est vraiment un truc de dingue. Donc cette flotte va justement devoir l'aider et va devoir faire une sorte de bouclier par rapport à toutes tes petites flottes annexes. D'ailleurs, je ne sais vraiment pas comment Ichiro Oda va pouvoir gérer ça. Il part dans un truc complètement de malade. On voit le chaos que ça a été avec la Grande Guerre au niveau de Naruto. Je sais que Ichiro Oda, au niveau scénar, il est beaucoup plus doué pour présenter, mais moi ce qui me fait vachement peur, c'est que Ichiro Oda développe beaucoup trop. Et là, avec tellement de personnes, ce qui va arriver pour plus tard, ça va s'étendre sur des années. En un sens, moi je suis content, moi là je suis parti pour faire des vidéos pour des années. Moi c'est un truc de dingue, c'est un truc qui me plaît carrément. Mais je pense que ça va... je sais pas comment il va pouvoir gérer ça pour qu'il y ait toujours un suivi, pour qu'on ne se lasse pas de lire ça à toutes les semaines, comme ça a été un petit peu le cas avec Dressrosa. Je ferai un petit parallèle justement avec Dressrosa à la fin de la vidéo, parce que c'est vraiment un truc énorme qui va arriver. Donc le premier ennemi qui va sûrement se prendre dans la tête, ça va être Kaido, et on sait que Kaido il a plusieurs Zoan sous ses ordres. Je me plante toujours dans le chiffre, j'avais dit 500 mais c'est peut-être 1000, donc il y a quand même pas mal de monde, donc ça obligatoirement ça va faire une flotte, et ça va justement servir à ça. Il faut aussi que les combattants, les commandants de flotte développent leur puissance, parce que je trouve qu'ils sont quand même à un niveau assez faible. Ce serait un petit peu peut-être au niveau des vice-amiraux, au niveau de certains vice-amiraux, au niveau de la flotte. D'ailleurs j'ai lu vos commentaires sur les vice-amiraux, vous avez raison, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont super badass, ne serait-ce que par exemple Garp, qui a énormément de puissance et qui a toujours voulu rester un vice-amiral, et on en avait d'autres qui étaient présents durant Marineford, et oui c'est vrai qu'ils ne sont pas tous d'un niveau faible. Ça c'était un petit truc, donc je vous remercie de m'avoir mis tout ça justement en lumière par rapport aux précédents commentaires. Et bien sûr la flotte va surtout être là pour la fin de One Piece, quand il va y avoir le gros combat pour mettre à bas Routet, pour mettre à bas Marijoa. Ils vont devoir combattre la marine, et je pense pas que Luffy avec son petit équipage va pouvoir arriver et pouvoir se latter tous les
toute la marine, si on veut avoir un remake de ce qui s'est passé avec Marineford, mais en puissance 10, voire même en puissance 100, on va devoir avoir une putain de flotte de présente pour pouvoir justement permettre à Luffy de se concentrer sur l'axe principal, la chute de Marijoa, et pouvoir combattre les amiraux. À côté de ça, on a aussi Barbe Noire. Barbe Noire qui n'est pas tout seul Barbe Noire, il a 10 personnes sous ses ordres, et comme on l'a vu pour Burgess, Burgess est le commandant de la première flotte. Et vu qu'ils sont 10, il y a une flotte composée de 10 éléments qui sont vraiment très très importants. Et je pense que aussi par rapport à ça, on a un final de One Piece qui va être absolument dantesque. Et là, on a le début de la mise en place. Et en ça, Dressrosa était plus que nécessaire. Donc voilà pour moi à quoi va justement servir cette flotte, et je trouve qu'ils sont vraiment bien parce que tous les personnages, il y a un petit background qui a été mis, je pense qu'on va voir pas mal de choses qui vont être faites plus tard sur les différentes personnes, mais moi j'éprouve vraiment de la sympathie pour tous. Là d'ailleurs il y a une personne que j'ai oublié de... ça me fait penser qu'il y a une personne que j'ai oublié de parler. Cette personne, il s'agit de Suleiman, le sort de grand mec droit avec un manteau puis un chapeau assez bizarre qui est l'exécuteur. Lui maintenant va faire partie de la flotte de Cavendish. D'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment Cavendish lui dit sur mon bateau tu m'appelleras capitaine. Donc ça c'était justement le petit passage. Et peut-être lui, j'ai pas trop d'empathie je dirais pour lui, mais tous les autres je trouve qu'ils ont été assez détaillés pour qu'on soit heureux de les revoir plus tard. Barto surtout, je suis super content que Barto on puisse se revoir. Cavendish pareil, même si je le détestais, son aspect narcissique, je trouve qu'il est vraiment très très bon et ça fera toujours un très bon duo comique justement avec Barto. La famille de Shin Chao va être vraiment très très bonne. Abdullah et Jet, franchement eux c'est deux débiles profonds qui me font super, c'est super sympa de les voir. Bref, c'est vachement sympa. Et tout ce que l'on ressent pour ces personnages, c'est quelque chose d'énorme qui a été mis justement en place par rapport à cette longueur de Dressrosa. Dressrosa, pour rappel, c'est quand même un arc qui a duré 100 chapitres. 100 chapitres, c'est 1/8 de One Piece. Ça fait 2 ans, c'est quand même énorme. Et au fil du temps, on s'est mis à s'attacher à ces personnages. Et ça, c'est vraiment dingue. Chose que je n'avais pas ressentie, par exemple, pour Naruto, au moment de la Grande Guerre. Il y a plusieurs personnes qui apparaissaient. On n'avait pas le temps de s'attacher. Et les combats qu'il y avait avec eux n'avaient pas le temps de nous prendre au trip. Et ça va être quelque chose de totalement différent avec One Piece. Parce qu'il y a un background qui a été énorme. Il a servi à ça, l'arc Dressrosa. Certes, il a été chiant, je suis le premier à le dire. Il y a eu des longueurs où à des moments, il y avait un chapitre où je me disais putain, vivement qu'on passe au suivant, pourquoi c'est aussi long? Pourquoi on nous présente autant les combats du Colisée? Pourquoi on nous présente autant les personnages? Pourquoi on nous montre tout ce qu'ils pensent quand ils sont transformés en jouets ou quoi que ce soit? Et là, on voit pourquoi on a tout ça. Parce que ça les a fait devenir humains. Pour moi, tel que je vois, c'est plus que des personnages de manga, c'est presque devenu des potes. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens justement dans ma lecture de One Piece. Et si je le ressens comme ça, c'est grâce à la narration de Ichiro Oda qui est vraiment très très longue. Les chapitres sont vraiment très très denses au niveau de l'information. Ça, c'est sûr et certain. Encore une fois, on n'est pas dans du Bleach. Et ça, c'est vraiment génial. Mais ça me fait peur pour la suite parce que je ne sais pas comment il va se dépatouiller pour pouvoir mettre ça concrètement en place pour le peu de temps qui pourrait rester par rapport... Parce qu'il dit qu'il reste encore 70... Et on est arrivé à 70% du manga, donc il ne reste plus que 30%, ce qui fait quand même peu. Ce qui doit faire à peu près, allez, on va dire 300-350 chapitres. Et en 300-350 chapitres, on sait qu'il en a pris 100 seulement pour ça. Et moi j'ai l'impression qu'il s'est presque rien passé dans Dressrosa, c'est vraiment quelque chose qui est dingue. C'est passé à une vitesse... Tout en étant long, ça a quand même passé à une vitesse flash. J'ai pas souvenir dans la tête que ça fait 2 ans que Dressrosa est passé. Et ça, c'est quand même absolument malade. Et ce qui est génial, c'est qu'avec un chapitre aussi dense, il y a eu quelques trucs qui se sont passés à droite à gauche qui étaient pour moi génial. La chose qui était absolument magnifique, c'est la réaction qu'a eu Zoro. Zoro, franchement, je l'adore de plus en plus. Avant, je préférais Senji à Zoro, mais là, avec tout ce que j'ai vu sur Zoro, bah, je commence à préférer plus Zoro que Senji. D'ailleurs, ça me pensait que... Imaginez la réaction de Senji et même Chopper, Brooks, quand ils vont voir arriver, quand ils vont apprendre qu'il y a une flotte de 5640 personnes. Ça va être un truc absolument de malade. Chopper il va avoir des étoiles dans les yeux, ça va être dingue. En plus,
Je vois parfaitement Usopp dire oui, c'est les membres de mon équipage, c'est mon équipage, c'est ma flotte à moi et tout. Il y a quelque chose de vraiment génial. Je reviens sur Zoro. Zoro, il voit qu'il y a le combat par rapport à Fujitora, d'ailleurs il se pose des questions pour savoir pourquoi Luffy, il va autant, il parle autant pendant le combat en annonçant les coups. Après, Luffy se fait catapulter et là Zoro il dit ça y est, c'est à mon tour, je vais lui en foutre plein la gueule, c'est génial, je vais pouvoir enfin tester, je vais pouvoir enfin me tester. Et ça c'est vraiment malade parce qu'on voit que Zoro il en a encore sous le pied, on n'a presque rien vu de sa puissance, ça j'en suis plus que sûr. Et ça c'était voir son visage, voir la hargne qu'il a, c'était quelque chose de vraiment magnifique. Après on a eu des absents. On ne sait pas ce que deviennent Kinemon et Kenjuro, ils ne font pas partie de la flotte, ça c'est sûr, donc il y a quelque chose de prévu pour eux, mais on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. Bellamy, je suis étonné qu'on ne voit plus Bellamy. Moi je pense que Bellamy il est peut-être parti voir Doflamingo pour lui dire qu'il a réussi à s'enlever de son emprise et que maintenant il va aller vivre sa vie. Ça pourrait être vraiment dingue. Et pareil maintenant, l'eau, que va devenir l'eau? L'eau ne fait pas faire partie de la flotte de Mugiwara, sinon il l'aurait dit, et même là peut-être il en aurait parlé. L'eau va vivre sa vie maintenant de son côté par rapport justement à la conversation qu'il a eue avec Sengoku, que maintenant il peut vivre sa vie, qu'il est libre. Moi je pense que Doflamingo va réussir à s'évader et que l'eau va pourchasser, j'ai réussi à le dire, l'eau, que ça va être justement son but par rapport à la volonté de Corazon. Bref, plein de choses vraiment géniales qui s'est passé dans ce chapitre, un chapitre qui va vraiment rester dans mes mémoires et qui me donne beaucoup d'espoir justement pour ce chapitre 800. Et justement, ce chapitre 800, 2 semaines d'attente, un truc de malade. Alors, en gros, ça va me permettre de faire quelques trucs, ça va me permettre aussi de me reposer un petit peu, parce que je vous ai prévu quelque chose d'assez gros pour cet épisode justement 800. Je vous en parle pas trop, mais tout ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vous parlais justement de la saison 2, je vais essayer de le mettre en application pour le chapitre 800. J'espère que ça va être un chapitre qui va marquer les esprits, franchement, parce que je vois bien Ichiro Oda nous troller avec ces 2 semaines d'attente et partir carrément sur un autre truc. Sur le chapitre 800 par exemple, revenir sur Kaido par rapport à l'alliance avec Kid et ses potes par rapport justement aux 3 rois mages, ou revenir carrément sur l'équipage avec Senji, et plus rien à voir avec Luffy. Enfin bref, on va voir. Cet épisode 800, tout le monde va l'attendre avec impatience, et de mon côté, j'espère pouvoir être à la hauteur de ce chapitre. J'espère pouvoir être justement à votre attente, vous mes Nakama. J'espère pouvoir vous faire un truc qui vous donnera envie de vous investir à fond sur le restant de cette aventure. Donc voilà, je vous prévois un petit truc bien sympa pour ce chapitre 800. Maintenant, cette vidéo est terminée. J'étais bien content de faire cette petite critique analyse. Comme d'habitude, si ça vous a plu, critiquez n'importe quoi. Oui, critiquez les chapitres, c'est vraiment très très bien. Mais partagez, likez, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, mettez plein de pouces. Et nous, on se dit comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine aventure One Piece. Ah, puis une dernière petite chose, là vous avez remarqué que c'était assez calme, donc il n'y a plus de travaux à l'extérieur. Et au sujet des cris de bébés, non, il n'y a pas une boucherie de bébés au sous-sol, on n'égorge pas les enfants, quoi que ce soit. C'est simplement qu'il y a une garderie crèche en dessous, donc obligatoirement il y aura des petits cris de bébés de temps en temps. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. Je ne peux pas faire autrement, il va peut-être falloir que je vois par rapport au son, faire une sorte de filtre, mais ça pareil, ça demande du boulot, donc quand j'aurai du temps, je ferai ça. Bref, merci encore pour tous vos commentaires et à bientôt!